Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique animé avec le réseau des catalyseurs territoriaux. Deux éléments, quelques mots de contexte. Pourquoi s'intéresser au modèle socio-économique? D'une part, parce que tout le monde est concerné, que les organisations, soient publiques et privées, chacune est amenée à se questionner par rapport à la nature des défis et des transformations systémiques qui nous concernent et que caractérise parfaitement l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Pour les structures, notamment pour les structures d'intérêt général, depuis 2020, la GEPVA et le RAMO copilotent ce programme, reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, avec 3 objectifs. Partager une culture commune de qu'est-ce qu'il y a derrière une diversité de ces modèles, offrir également des points de repère pour mieux se situer et apprendre collectivement à piloter la complexité de ces trajectoires, tout un programme. En support, en soutien, la plateforme Trajectoire socio-économique, qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant, capitalise à la fois 15 ans de travaux collectifs et permet également finalement un espace ressource pour valoriser des pratiques en émergence et également pour permettre aux acteurs, notamment d'intérêt général, de développer leurs propres compétences pour pérenniser leurs projets d'organisation. Si on fait un zoom sur ces webinaires, dans quoi cela s'inscrit? C'est un temps de partage mensuel qui a lieu chaque 3e jeudi du mois pour animer la connaissance et valoriser cette diversité des modèles. Vous pouvez retrouver sur la plateforme une capitalisation des 47 webinaires précédents, à la fois des replays et des synthèses, et explorer également une 60aine d'exemples inspirants, monographies, témoignages de webinaires qui se trouvent sur la base Impact Alliance. En 2025, le programme s'intitule Impact et trajectoire socio-économique. En alternance, chaque mois, vous pouvez soit avoir un focus relatif aux acteurs et actions d'intérêt général, soit avoir un focus par rapport aux dynamiques des écosystèmes territoriaux. Donc aujourd'hui, c'est bien les écosystèmes territoriaux et la thématique est celle du numérique éthique et inclusif, et c'est donc le réseau des catalyseurs territoriaux qui en est à la manœuvre. Au menu de ce webinaire, 3 temps forts. Tout d'abord, une diversité de témoignages pour illustrer les enjeux, les pratiques et les impacts de ce numérique éthique, inclusif et responsable. Puis, une mise en perspective des liens numériques et territoires avec le RAMO et un zoom sur les actualités du mois. Donc, voici le menu alléchant qui vous attend. Et pour lancer la partie des témoignages, j'ai le plaisir d'accueillir notre partenaire avec Frédéric Marquet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tu es à la fois coprésidente du réseau des catalyseurs territoriaux et également directrice adjointe du pôle environnement, innovation et coopération internationale de Paris-Est Marne-et-Bois. Frédéric, je te laisse la main pour animer ces témoignages. Merci beaucoup Yann. J'ai le plaisir d'animer donc cette deuxième partie du webinaire numérique et territoire. C'est vrai qu'on peut se dire que dans un contexte à la fois national et international incertain, difficile à appréhender, nous pourrions être tentés, voire même entraînés vers le repli, le statu quo, le laisser-faire, alors que c'est justement le moment de conserver ces acquis et de développer tous ces acquis au service des territoires. Et le numérique est un outil puissant de cette étape dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, il peut nous permettre de garder notre cap pour consolider les territoires, les preuves de concept qu'il apporte au travers de ces expérimentations, et maintenir la faisabilité, surtout des coopérations interacteurs au service de ces mêmes territoires et de ces acteurs. Voilà, c'est un des objets de ce webinaire. Tout d'abord, donc, en tant que coprésidente, comme l'a dit Yann, du réseau des catalyseurs, je voulais vous rappeler ce que le réseau des catalyseurs territoriaux propose. Donc, depuis 10 ans, ce réseau anime les 350 acteurs territoriaux de proximité qui sont venus d'horizons différents. Et c'est très important. Du monde économique, des structures d'intérêt général, associations, fondations, d'acteurs publics, institutions, collectivités et académiques. Ces catalyseurs sont de véritables tiers de confiance des territoires, un maillon qui génère des liens,
qui relient des mondes entre eux et qui les aident à se comprendre entre eux parce qu'ils sont, comme on le dit souvent, polyglottes et qui peuvent traduire mutuellement les différents enjeux de chacun de ces mondes. Ce réseau propose une articulation entre ancrage local au travers de l'animation du réseau composé de webinaires comme celui d'aujourd'hui et d'une rencontre annuelle, mais aussi d'outils numériques mis à disposition au travers sur la plateforme L'innovation territoriale en action, que je vous invite à aller voir et qui permet de, quel que soit le niveau de là où vous en êtes du projet territorial, d'avoir des idées, des modes d'emploi ou d'ailleurs, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est plutôt des idées ou des bonnes pratiques. Parmi ces 350 acteurs et catalyseurs, il y en a un que je connais bien qui s'appelle Paris-Est Marne-et-Bois, qui est un établissement public territorial, un catalyseur à l'est de Paris, qui porte un projet dénommé Amélia et qui illustre bien ce lien entre numérique et territoire. Et donc, je voulais vous en dire quelques mots. Bon, avant toute chose, donc, ce territoire Paris-Est Marne-et-Bois, c'est 13 communes, 520 000 habitants à l'est de Paris, avec un pôle innovation au sein de la direction de l'environnement. Et dans le cadre de sa feuille de route du plan climat air énergie territorial, Paris-Est Marne-et-Bois et le consortium composé de 4 structures, comme vous le voyez, publiques et privées. Donc Walter est une start-up spécialisée dans la qualité de l'air, Bruit Paris, une structure spécialisée dans le bruit, comme son nom l'indique, l'université Gustave Eiffel au travers de toute sa recherche, et l'IFPEN, qui est spécialisée dans toutes les mobilités. Et collectivement, on a répondu à un appel à projet de la CDC et du ministère de la Transition écologique pour créer un démonstrateur d'IA frugale. Donc là, on est bien dans la partie numérique. Donc de quoi il s'agit? En fait, pendant 36 mois, et on a déjà commencé, ces acteurs vont développer une cartographie dynamique du bruit, de l'air, des mobilités, afin de mieux identifier les problématiques locales et de pouvoir agir ou de faire agir sur les enjeux les plus importants de ces thématiques-là. Pour ce faire, le consortium s'appuie sur l'IA frugale, qui vise donc, qu'est-ce que c'est que l'IA frugale? À collecter des données existantes pour les mutualiser, afin d'en faire un outil de planification et de pilotage d'actions locales cohérentes et efficaces sur les temps politiques. C'est pourquoi Paris-Est Marne-et-Bois travaille étroitement avec les villes qui le composent au travers de l'identification de villes pilotes dans le cadre de ce projet. On a parlé d'être proche des besoins et c'est ce à quoi servent les villes pilotes afin d'être donc au plus proche des besoins mais aussi des usages pour faire profiter de cette cartographie et en même temps se saisir de ce sujet de l'IA pour sensibiliser à la fois les agents, la population, les élus sur l'IA, sur l'impact sur ces métiers, sur la consommation d'énergie et aborder ensemble les questionnements autour des données afin d'envisager une approche la plus éthique possible. Donc, au travers de ces exemples, on peut constater que les enjeux du numérique sont divers pour les territoires. Tout d'abord, on peut se poser la question de sa compréhension du numérique, notamment en termes de sémantique. De quoi parle-t-on? Quelle différence y a-t-il entre tous ces différents termes que l'on utilise aujourd'hui? Numérique, digital, IA, technologie. Et quels outils on peut y associer? Ensuite, en termes d'enjeux, on peut aussi se dire quel choix fait-on en termes de stratégie? Ok, on parle de tous ces outils, mais pour quelle stratégie on opte en fonction de notre structure? Quelle stratégie on met en place? Qu'est-ce qu'elle implique en matière de questionnement? Et que choisir comme solution la plus adaptée en termes de souveraineté, d'adéquation à sa propre structure? Et enfin, on peut se poser la question aussi du développement des compétences, puisque tous ces outils numériques entraînent forcément des changements. Donc, comment peut-on se former, développer ses compétences, sensibiliser ses équipes? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons sollicité quelques acteurs pour vous en parler. Et tout d'abord, sur le volet comprendre. Donc là, voici, nous vous présentons les 4 acteurs et je vais les présenter ensuite. Sur la question de comprendre en matière de sémantique, donc je vais m'adresser à Benoît Bourdier.
vous êtes responsable de l'animation territoire intelligent et durable à Cap Digital. Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots sur le pôle de compétitivité Cap Digital? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc pour commencer, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité. Donc un pôle de compétitivité, c'est une structure qui est spécialisée dans un domaine d'activité. Donc nous, c'est l'innovation numérique et écologique. On est labellisé par l'État et les régions Île-de-France et Hauts-de-France, et notre principale mission, c'est d'accompagner les pouvoirs publics dans le soutien à l'innovation en France comme en Europe. En tant qu'association, Cap Digital agit aussi au service de ses membres. Donc, on regroupe un collectif de 650 startups, PME, grands groupes, collectivités, investisseurs et laboratoires de recherche, avec une ambition, c'est de les faire travailler collectivement sur des projets de R&D pour construire des solutions basées sur le numérique, mais à fort impact écologique ou sociétaux. Notre conviction, c'est que l'innovation, elle naît de la rencontre de profils différents, de secteurs d'activité variés, qu'il s'agisse de la culture, la santé, la mobilité ou encore l'énergie. Cap Digital, comme les pôles de compétitivité dans leur ensemble, servent aussi de tiers de confiance, en essayant de se situer à équidistance des pouvoirs publics, des financeurs, des acteurs académiques de la recherche et des entreprises privées, de la start-up au grand compte. Et enfin, les pôles de compétitivité, ils agissent comme des activateurs de leviers financiers en facilitant l'accès au financement public, notamment, comme par exemple ceux de la BPI, la Banque publique d'investissement, ou la Banque des territoires, mais aussi en facilitant l'accès parfois à des campagnes de levée de fonds pour nos startups. Et donc, ce double rôle d'animateur de réseau et de facilitateur financier permet de mettre en mouvement cet écosystème autour du numérique pour concrétiser des projets ambitieux et idéalement durables. Très bien. Est-ce que justement on parlait de comprendre et on aimerait bien faire un petit point en fait sur la sémantique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points de repère sur la sémantique qu'on utilise, comme on disait, numérique, digital, technologie, IA et les outils qu'on peut y associer? Oui, bien sûr. Donc, je vais essayer d'utiliser des termes les plus simples possibles pour que justement tout le monde puisse comprendre en essayant de les illustrer. Donc déjà, le numérique, ça désigne l'ensemble des usages et des traitements d'informations, qu'il s'agisse de données administratives, de contenus médias, de données issues de capteurs connectés. Le terme digital est souvent employé de façon interchangeable avec numérique, même s'il convient plutôt à des terminologies orientées vers la relation client ou la stratégie marketing, par exemple. Et donc, dans les technologies numériques, on va englober, pour simplifier, un certain nombre de couches que je pourrais résumer à 3 couches indispensables pour collecter, traiter, diffuser et restituer ces informations. Donc la première, c'est celle des infrastructures. On dit souvent que le numérique a une dimension immatérielle, mais il y a aussi à la base du numérique des équipements physiques pour transporter et stocker ces données. On va parler de réseaux filaires ou sans fibre, de la fibre optique, pour l'accès au très haut débit, des antennes 5G, tout un tas de dispositifs aussi de stockage ou de centres de calcul. On entend de plus en plus parler aujourd'hui dans les médias de data centers, de centres de calcul haute performance qui sont nécessaires pour héberger les applications et les bases de données. Et puis, tous les objets connectés qui, petit à petit, se développent dans les bâtiments, dans l'espace public, capteurs de qualité de l'air, compteurs intelligents, caméras de vidéosurveillance. La deuxième couche, c'est celle des plateformes de données, une couche plus logicielle, où on va organiser, sécuriser ces différentes données. Donc là, on va parler d'entrepôts de données, d'espaces de données mutualisés, qui vont permettre ensuite d'accéder à la partie la plus visible de l'iceberg, de cet iceberg numérique, celle des usages avec les services numériques. Donc là, ce sont toutes les applications et les points de contact avec les utilisateurs, les applications mobiles, les applications web, tout ce qu'on va retrouver dans nos smartphones, les applications de géolocalisation, de météo, de plus en plus aussi de chatbots qu'on va retrouver sur les sites des impôts ou de la mairie pour nous permettre de nous guider dans les démarches administratives. Et puis des aspects réalité virtuelle ou augmentée, comme des visites immersives dans des musées, des jumeaux numériques territoriaux pour mieux simuler l'impact de nouveaux projets urbains.
Et pour finir, je dirais un tout petit mot sur l'intelligence artificielle, qui est le dernier sujet qui a émergé, notamment en 2022 avec ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis les années 50. Initialement, c'était plutôt basé sur ce qu'on appelait une IA symbolique, hein, avec des systèmes experts, des règles logiques. Et puis, avec l'explosion des données et des puissances de stockage et de calcul, est apparu l'apprentissage automatique, qui permet ensuite de développer des réseaux de neurones pour que la machine apprenne seule les règles qui vont lui permettre ensuite de traiter de grandes quantités de données, des données textuelles, mais aussi des images, des codes informatiques. La partie la plus émergée, là encore, est visible du point de vue de l'utilisateur. Ce sont les modèles de langage comme ChatGPT ou Mistral, qui permettent d'interroger finalement, d'interagir avec ces données, avec les machines, en langage naturel. Et c'est ça qui constitue aussi une rupture dans ce qui est en train de se produire, puisque finalement, ces différents outils qui forment un grand écosystème numérique, infrastructure, technologie, permettent de déployer des services. Et l'IA va apporter une capacité d'autonomie et d'adaptation pour automatiser et personnaliser des usages. Merci beaucoup, Benoît. Et justement, vous parlez d'IA et ça serait, je vais vous demander à Michael Restier, directeur de l'ANPP, et Ayla Lecointre, directrice des Pays de Morlaix, de nous faire un petit focus justement sur les enjeux de l'IA à l'échelle des collectivités. Et donc, Michael, est-ce que vous pourriez nous parler tout d'abord de l'ANPP et en quoi l'IA s'inscrit dans ces travaux? Bonjour Madame la coprésidente. L'ANPP, Association nationale des pôles territoriaux et des pays, qui regroupe les 268 territoires de France, qui correspond à 62% du territoire national et 47% de la population, donc plutôt en milieu rural. Donc c'est un maillage territorial qui en moyenne regroupe 4 PCI. Et en fait, les missions en fait, de nos territoires est d'accompagner donc l'ensemble des collectivités qui la composent, mais aussi des acteurs privés dans les sujets en fait, dont notamment en fait la question des usages du numérique. L'IA pour nous en fait a été identifiée depuis quelque temps déjà comme étant un outil au service des territoires pour lequel il faille donc il faut mobiliser en tout cas l'outil en essayant de pouvoir dédramatiser sur son utilisation. Et en fait, ça fait partie des axes de travail que nous sommes fixés pour l'année 2025. Il me semble que vous avez mené une enquête aussi sur les usages IA de votre réseau. Vous pouvez nous en parler? Vous êtes très bien informée, Madame la coprésidente. En fait, effectivement, on a mené en fait une enquête auprès de nos adhérents sur la manière dont l'IA en fait s'était saisie comme outil. Et on parle nous d'électro-ianisme en fait, hein, le fait de savoir est-ce qu'on mobilise une déclinaison de l'électronisme version IA. Au sein du réseau, on a bien identifié que l'IA était un sujet de préoccupation et qu'il y avait des enjeux d'un point de vue technologique, économique, politique, éthique, bien évidemment, de souveraineté, etc. Donc la question était de savoir quelle était l'utilisation qui en était faite et en fait comment on s'appropriait les enjeux, l'outil en tant que tel. Alors déjà, premier sujet, c'est qu'en fait on s'est aperçu qu'il y avait la moitié de nos adhérents qui n'utilisaient jamais l'intelligence artificielle, qui s'expliquait par plusieurs raisons. La première qui était sur la question de la formation, mais pour être tout à fait transparent, tout de suite derrière, il y a un sentiment de méfiance, voire de défiance vis-à-vis de l'outil, et qui fait qu'il y avait une non-mobilisation de l'IA en fait, au quotidien dans nos métiers. Mais il y a 50% qui utilisent l'IA d'une manière assez régulière. Alors, question de régularité, quotidiennement, c'est un tiers. Et en fait, les deux autres tiers varient entre plusieurs fois par mois ou jusqu'à plusieurs fois par an. Plusieurs sujets en fait, ont été soulevés, même pour ceux qui l'utilisaient, une certaine appréhension, une méfiance en termes de souveraineté. Et en fait, les sujets pour lesquels en fait, l'IA est le plus fréquemment mobilisée, c'est pour ce qu'on appelle l'administration générale, rédaction de notes de synthèse, sur la question des documents de communication, rédaction de mails, rédaction de discours.
Et d'une manière un peu plus timide, ces derniers temps, sur la question des recrutements, sur la génération d'images en fait, voilà, qui permet d'illustrer en fait, les actions de nos adhérents, recherche de financement et en fait, encore d'une manière encore vraiment balbutiante sur l'accompagnement à la rédaction d'actes administratifs. Donc on sent en fait voilà, une appétence et une curiosité à l'égard de l'outil. Néanmoins, il y a tout un travail, en tout cas de sensibilisation à avoir vis-à-vis de notre réseau. Il y a encore du travail à faire, donc. Et justement, Ayla, vous co-organisez avec l'ANPP un événement, là, prochainement, en juin. Et sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et merci de donner la parole au territoire du Pays de Morlaix. Donc, rapidement, le territoire du Pays de Morlaix, c'est un établissement public composé de 3 intercommunalités situées en Bretagne, en Finistère Nord, structurées autour de villes moyennes, hein, Morlaix, Landivisiau, Saint-Paul-de-Léman, Roscoff, voilà, pour faire voyager un petit peu. Et donc, 59 communes et 130 000 habitants. Donc, le Pays de Morlaix est adhérent à la Fédération nationale des pays qui organise tous les 2 ans des rencontres nationales techniques des pôles et des pays. Et donc, la prochaine édition se déroulera à Morlaix sur la thématique de l'intelligence artificielle au service des territoires. Et donc, effectivement, la thématique est issue des travaux que l'ANPP avait fait, hein, notamment son enquête qui avait révélé l'intérêt majeur et puis de toute façon qui va se révéler de plus en plus important pour les territoires sur la maîtrise de l'usage de ces outils-là, qui sont à disposition quand même d'une façon très facile. Aujourd'hui, on a tous accès très facilement à ChatGPT ou à Copilot, etc., sans forcément être formé, ce dont parlait Mickaël, et ce qui reprend aussi, j'ai noté les éléments que vous avez communiqués sur le comprendre, développer les compétences, décider et appliquer, c'est-à-dire se doter d'une doctrine ou en tout cas d'un protocole d'usage, ça semble aujourd'hui vraiment dirimant pour les territoires. Et donc, l'événement qui est co-organisé s'inscrit dans ce contexte global-là, qui inclut le thème, j'ai entendu le thème à l'instant dans les mots de l'intervenant précédent, pardon, j'ai oublié son prénom, Benoît, la rupture aussi, parce que effectivement, on passe peut-être dans une autre ère là sur l'application plus facile, sur l'utilisation plus facile de ces applications-là, sans forcément y être pleinement formé et sans être, je pense, pleinement conscient des impacts que l'usage de ces outils-là aussi peut avoir. Donc, ça nécessite de notre part, nous, développeurs locaux, nous, fonctionnaires publics, d'avoir pleinement conscience de l'usage qu'on fait de ces outils-là, de les utiliser le plus efficacement possible, avec le plus d'efficience et voilà, on intellectualise ça aussi dans le cadre de la sobriété, etc. Donc, ça semblait important. Donc, ça a lieu le 12 et le 13 juin, n'est-ce pas? Donc, et quel est le public que vous visez? Donc, c'est le 12 et le 13 juin à Morlaix. Donc, le public en premier niveau, et donc Mickaël me complétera, c'est les acteurs du développement local, les aménageurs territoriaux, les agents des collectivités publiques, des pays, etc. Mais c'est ouvert aussi aux associations, aux structures parapubliques qui composent le territoire et qui, de près ou de loin, interagissent dans l'aménagement du territoire, des territoires locaux. Voilà. Et qu'est-ce qui vous ferait dire que vous aurez un événement réussi? Quels sont vos attendus en fin d'événement? Les attendus, je pense, c'est qu'on puisse favoriser les échanges entre pairs avec les élus, avec les institutions et la réflexion collective sur l'utilisation de ces outils IA à l'échelle des territoires, les mobiliser de la manière la plus efficiente possible, avoir aussi peut-être une doctrine, je sais pas, une charte d'usage de l'IA dans les territoires pour pouvoir répondre aussi à nos habitants quand on développe telle ou telle application, quel impact ça a, comment sont gérées leurs données, pourquoi on utilise l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai le temps d'exposer un exemple, mais tout récent, sur notre territoire, on organise des événements à destination du grand public. Il se trouve que là, on organise un événement sur la thématique de l'eau, qui est une de nos compétences.
pour faire la communication autour de l'événement, on avait fait un appel aux enfants du territoire, puisqu'on avait des actions vers les scolaires, pour qu'ils nous dessinent une machine à fabriquer l'eau potable. Donc, on a eu une quantité de dessins assez importante. On a voulu s'en servir pour faire l'affiche de promotion de l'événement. Donc, on a fait appel à un prestataire de communication qui nous a dit, si vous voulez, je mouline avec l'IA et je vous crée une affiche à partir des dessins. On trouvait que l'idée était plutôt chouette. Quand on a diffusé notre affiche, on a voulu dire réaliser avec l'IA. Et on a eu des réactions assez vertes, assez clivantes. Comment se fait-il que vous utilisez ces outils-là, en plus pour parler de la thématique de l'eau? Bah oui, effectivement, c'est vrai que l'IA, ça consomme de l'eau. Enfin voilà. Donc on s'est retrouvé un petit peu sans réponse vis-à-vis de ces réactions-là. Or, elles sont légitimes, moi je les comprends. Et aujourd'hui, on est peut-être un petit peu sec pour pouvoir répondre à nos citoyens, quoi. Et justement, en termes de programme, qu'est-ce que vous allez aborder comme sujet sur c'est une journée et demie, il me semble. Donc voilà, le programme s'établit sur 1 jour et demi. Donc le premier jour, le 12 juin, il y aura une plénière d'ouverture qui aura vraiment comme objectif de définir justement ce qu'est l'IA, comment ça fonctionne, de quoi parle-t-on, et ensuite d'expliquer, en tout cas de présenter comment l'IA est déjà présente dans notre quotidien, comment elle est déjà présente dans nos territoires et comment elle influe déjà sur nos métiers. Donc, nous aurons des intervenants qui expliqueront comment déjà l'IA est présente sur les territoires. Ensuite, l'après-midi, et ça on l'avait travaillé avec l'ANPP en réfléchissant ensemble, on se disait que vraiment sur cette thématique-là, la formation était très importante, ce que vous êtes plusieurs à avoir dit. Et donc, c'est pour cela que l'après-midi, il y aura des ateliers pratiques sur comment on peut utiliser les outils IA aujourd'hui dans nos métiers développeurs locaux, lesquels sont les plus adaptés, et puis permettre aux participants de pouvoir poser les questions, notamment sur la sobriété des outils, parce que c'est des questions qui reviennent fréquemment. Et puis ensuite, on proposera aux participants des visites de territoire pour découvrir le territoire du Pays Morlaix. Un peu d'attraction. Et le lendemain, une plénière de clôture, je dirais, mais sur les aspects aussi d'encadrement juridique, réglementaire de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Comment c'est géré au niveau européen, voire au niveau national. Mais Mickaël, certainement, tu peux me compléter. Très rapidement, tu l'as très bien fait, et en fait avec des personnalités comme Johan Nedelec, en fait, qui va intervenir, président du CNFPT. Nous aurons Romain Lucazot, PDG du groupe La 7, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Mais nous aurons également Élodie Julien, qui est en fait après au Rameau et au réseau des catalyseurs, et notre guest star, en fait, pour vous faire un petit peu de teasing et vous faire venir, qui s'appelle Cédric Villani, qui sera présent en fait le vendredi. Et le site internet, c'est www.rttp 2025.fr, et on vous attend nombreux, bien évidemment. J'imagine vous êtes déjà en train de vous ruer sur les liens pour vous inscrire. On est déjà inscrit, Mickaël. Merci beaucoup de nous avoir fait un focus IA et collectivité. Et en effet, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en matière d'IA, il y a aussi des programmes qui sont en développement et qui sont à l'échelle des territoires. Voilà, on a vu les collectivités et il y a déjà des programmes qui sont à l'échelle des territoires. Donc là, je vais donner la parole à Christophe. Christophe Besson-Léo, vous êtes président cofondateur d'Alliance Sens et Économie et vous développez un programme numérique sur Microville 112. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que Microville 112? Alors, Christophe, avec le micro, c'est beaucoup plus facile. Bon. Voilà. Bonjour à tous et merci beaucoup Frédéric. Donc, pour vous présenter brièvement, l'Alliance Sens Économie était une coopérative sans but lucratif qui fait partie des catalyseurs territoriaux du Rameau. Et nous avons aujourd'hui une coopérative foncière du côté de Reims qui est propriétaire d'une petite ville. En fait, la zone vide d'une ancienne base aérienne, la base aérienne 112, d'où Microville 112. Sur 65 hectares, nous avons 55 000 mètres carrés
sur 40 bâtiments sur lesquels mangeaient, dormaient, travaillaient, allaient en prison et à l'hôpital les militaires quand ils étaient présents. Ils ont quitté le site il y a une dizaine d'années. Les bâtiments sont dans un état assez exceptionnel, donc on peut comme vous voyez là quelques photos, les utiliser, et on le fait déjà pour de l'hébergement de salariés vendangeurs pendant les vendanges en septembre, mais prochainement des entreprises, des associations et plusieurs centaines d'étudiants vont loger pendant la phase de réamorçage, de réhabilitation de cette petite ville, pour en faire un démonstrateur de la ville de demain, de la ville et de l'économie de demain. Et donc, dans ce cadre-là, au-delà de la commercialisation des bâtiments auprès d'acquéreurs qui vont en assurer la rénovation, éco-construction, décarbonation, etc., on a l'objectif et l'enjeu, dans le cadre de ce Living Lab de la taille d'une petite ville, d'expérimenter à travers des programmes transfilières finalement tout ce qui va permettre de faire les modèles d'affaires par filière qui contribuent à créer de la valeur économique, sociale et environnementale. Et donc, on a commencé par travailler sur la question du numérique qui, sur en fait, tout territoire, est indispensable. C'est un peu la colonne vertébrale et on va arriver sur la notion de double numérique. Frédéric. Donc ça, c'est votre programme Microville numérique, c'est ça? Tout à fait. Donc, le programme… À quel enjeu il répond déjà à ce programme? Cet enjeu Microville numérique, donc, il va être déployé sur ce territoire dont on est propriétaire. Il est parti d'un double constat. Le premier, c'est qu'on ne fera pas la ville et l'économie de demain décarbonée, durable, avec les logiques d'économie circulaire et de la fonctionnalité. On ne le fera pas sans avoir les données permettant d'alimenter ce qu'on pourrait appeler une comptabilité multicapitaux, comptabilité économique, ça on sait faire, comptabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire être capable de mesurer, certifier et de manière structurée avec des données qui qualifient la création ou la destruction de valeurs sociales et la création ou la destruction de valeurs environnementales liées à une activité d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Et donc, on a eu ce premier constat. Et le second, c'était le constat qu'aujourd'hui, dans le numérique tel qu'il s'est développé, le numérique des plateformes, eh bien, les émetteurs des données perdent la main, on va dire, sur l'usage qui sont faits de leurs propres données. On fait simple, l'actualité américaine a montré que tous les verrous qui protégeaient les données qui étaient sur les plateformes des GAFAM, aujourd'hui, ils ont sauté. Donc, les entreprises, les collectivités qui utilisent ces plateformes du numérique, des plateformes centralisées, finalement se voient en danger dans l'usage qui serait fait de leurs propres données. Donc, on avait ces deux constats. Il a fallu qu'on trouve une solution. Donc, c'est un groupe de travail qui a démarré en 2018. Des réflexions sur que peut-on faire à l'échelle d'un petit territoire dont on serait propriétaire, ce qui a été le cas à partir de 2021 avec cette microville. Que peut-on faire pour apporter une solution aux entreprises et aux collectivités? Et on est arrivé sur l'idée d'une infrastructure numérique distribuée, donc bâtie sur de la blockchain peu énergivore, qui permettrait de reprendre la main sur ces données. Est-ce que c'est ce que vous qualifiez de solution, en fait, que vous développez dans le programme ou… On parle plutôt de boîte à outils. On parle plutôt de boîte à outils avec un volet infrastructure, bien évidemment, et on ne prétend pas avoir la recette miracle, mais se dire qu'à l'échelle d'une petite ville, déployer une infrastructure blockchain, c'est-à-dire qui s'appuie sur des petits équipements qui sont au niveau ne serait-ce que des bâtiments pour en gérer le cycle de vie, eh bien, ça ne nécessite pas de data center, ça ne nécessite pas d'infrastructure centralisée, et on peut imaginer gérer, pour prendre le cas d'usage des bâtiments, gérer l'ensemble des données liées à un bâtiment de manière distribuée, c'est-à-dire chaque bâtiment a ses jeux de données dans un espèce de petit serveur qu'il y a dans le bâtiment, qui va décrire le bâtiment lui-même, ses infrastructures, donc ses portes, ses fenêtres, ses murs. C'est d'ailleurs indispensable si on veut faire du réemploi dans cette filière-là de manière massive, c'est-à-dire le passage à l'échelle du réemploi sans ce double numérique universel, on va dire, des bâtiments, ça n'existera pas, donc il faut le faire. Et il faut le faire sans passer par des plateformes qui s'approprient et donc, entre guillemets, kidnappent les données qui sont émises par les propriétaires, ici du bâtiment par exemple. Donc on a cette notion de commun numérique dans une infrastructure numérique distribuée qui est à expérimenter, qui est l'objet donc du programme numérique, Microville numérique, et de pouvoir déployer ça cas d'usage par cas d'usage. Et on a commencé à réfléchir
sur l'usage de cette infrastructure numérique à l'échelle de ce territoire, sur la description des bâtiments, du réseau d'énergie, du réseau d'eau et du réseau de mobilité, qui concerne finalement, c'est très transversal à toute activité, qu'elle soit activité professionnelle, qu'elle soit d'une entreprise ou d'un acteur public. En fait, quels seraient les attendus de cette solution après coup? À quoi ça pourrait servir? Alors, notamment pour les copropriétaires de la microville 112. Alors, pour les copropriétaires, donc ceux qui vont être finalement les propriétaires des données du bâtiment dont ils sont propriétaires, eh bien, c'est de pouvoir s'assurer que leurs données restent chez eux, que si elles sont utilisées par des applications tierces, eh bien, c'est sur la base de leur consentement. Si elles sont monétisées, qu'il puisse y avoir un partage de la valeur. Si elles sont mutualisées dans des communs de données, que ça se fasse avec une gouvernance qui soit très claire de gestion de ces données publiques et privées, et que l'on puisse véritablement en fait garder la main sur son empreinte numérique et sur l'exploitation qui est faite de son double numérique, en tant que propriétaire, c'est lié au bâtiment, et que l'on puisse gérer intelligemment ce bâtiment et donc sur tout son cycle de vie. Et cette infrastructure numérique distribuée va permettre, connecté d'ailleurs à tout ce qui est basé à l'intelligence de l'Internet des objets, pouvoir capter les données sur les flux d'énergie, les flux de l'eau, les flux de l'air et de sa qualité, et ainsi véritablement que l'on puisse disposer d'un jeu de données qui est finalement ordonné avec des nomenclatures entre guillemets universelles, qui est également sécurisé, et qu'à partir de là, on ait des données fiables pour alimenter une comptabilité qui va savoir valoriser l'investissement qu'un propriétaire a su faire en termes de création de valeur environnementale, par exemple. Là, on est bien sur une question aussi de souveraineté. Et dans ce programme assez novateur, vous en êtes à quelle étape? Donc, le choix de l'infrastructure numérique blockchain a été qualifié par un groupe de travail ces dernières années. Donc, on s'appuierait sur une plateforme qui s'appelle Holochain, qui permettrait de faire de bout en bout, en fait, sans couture, de la captation de la donnée, des applications distribuées traitant ces données avec la gouvernance associée, et potentiellement aller jusqu'à une monnaie qui pourrait intégrer la valorisation en termes comptables de la création de valeur sociale et environnementale d'une activité. Donc ça, c'est vraiment ce que cette infrastructure qui a été identifiée permettrait de faire. Et pour le faire, on va lancer début 2026, et donc on est en phase de préparation, les fameux challenges des transitions, pour co-construire avec les professionnels des filières concernées ce double numérique distribué qui sera mis en œuvre sur la microville, visant donc une ville régénérative, hein, si on veut prendre un terme un peu à la mode, et puis co-construire cette infrastructure numérique dans les communs sur les cas d'usage décrivant le double numérique du bâtiment, du système énergétique, du système hydrique et du système de mobilité qui va être étudié avec les acteurs de ces filières-là sur la microville. Donc, merci beaucoup, Christophe. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce programme est à la fois pionnier et en devenir, mais heureusement aussi, d'ores et déjà, il y a de nombreux cas pratiques qui sont mis en œuvre dans les organisations. Et donc là, je voudrais m'adresser de nouveau à Benoît pour que vous puissiez partager avec nous quels sont les exemples de bonnes pratiques qui sont déjà mis en œuvre en attendant tous ces projets passionnants et très dans le développement pour les organisations à la fois publiques et privées et pour améliorer en fait leur compétitivité dans un contexte de transition incontournable, on va dire. Oui, bien sûr. Eh bien déjà, effectivement, le numérique, on le dit souvent, ça peut constituer un levier pour renforcer la compétitivité des organisations, publiques ou privées, et aussi soutenir des objectifs de transition écologique et réussir à concilier les deux. C'est vraiment un challenge, puisqu'il faut le dire et le redire à chaque fois, et c'est le paradoxe du numérique, c'est que c'est à la fois un problème, puisque ça constitue un impact environnemental de plus en plus fort au gré du développement des usages en termes de consommation d'eau, de matériaux, d'énergie, mais c'est aussi une part de la solution,
puisque ça peut permettre d'améliorer les consommations d'énergie, les émissions de CO2, d'optimiser un certain nombre d'usages qui vont contribuer à diminuer l'empreinte environnementale. Et donc, c'est vrai que pour pouvoir opérer cette conciliation, il y a un certain nombre de bonnes pratiques. J'en ai retenu 4. La première, c'est tout ce qui va tourner autour de la gouvernance. Donc, être capable aussi dans les organisations d'appréhender ce sujet des données en réunissant toutes les parties prenantes dans son organisation et au premier rang desquels les utilisateurs, pour pouvoir s'assurer que les projets numériques qui seront développés sont bien alignés avec les besoins réels et améliorer l'acceptabilité, mais aussi des partenaires externes. Et ça peut se faire à travers des ateliers de co-design, avoir effectivement cette capacité à travailler avec différents utilisateurs, des clubs de citoyens par exemple, pour pouvoir aussi, dans la partie publique, les associer au plus tôt à la manière dont l'utilisation de l'IA sera encadrée, la partie digitale qui pourra être mise en place tout en gardant des guichets pour permettre à tous les utilisateurs d'avoir une approche inclusive. Le deuxième point, c'est sur la mutualisation des données. On en a parlé précédemment. Il y a des vrais enjeux de souveraineté. Il y a pas mal de questions qui se posent, notamment depuis quelques mois et le retour de Donald Trump. Déjà, les GAFAM posaient question pour des questions de modèle économique et d'innovation. Mais là, en plus, il y a des questions géopolitiques qui viennent se surajouter. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit inciter les acteurs à se positionner sur la manière dont ils veulent pouvoir partager des données. On a vu que Microville propose une solution très distribuée. Il y a d'autres solutions qui commencent à émerger autour de ce qu'on appelle des data space, qui vient dans la suite de ce qui existait dans les années 2010, qui était l'open data. Donc, il y a encore cette obligation pour les collectivités de partager leurs données de manière ouverte, mais pour pouvoir plus facilement mobiliser des données entre acteurs publics et privés, l'idée, c'est de mettre en place des espaces de données partagées dans lesquels chacun va pouvoir déposer des données selon des règles partagées. Ce ne sera pas des données ouvertes comme dans l'open data, des données qui pourraient être monétisées, mais qui en tout cas pourraient permettre dans des secteurs, par exemple, de l'automobile, on a parlé de cas autour de la gestion de l'eau, de pouvoir partager entre acteurs un ensemble de données pour pouvoir s'attaquer ensemble à des solutions pour notamment assurer de meilleures conditions de transition écologique. Le troisième point, et là encore, ça a été dit, c'est la formation. C'est quelque chose qui est indispensable si on veut que ces outils ils soient correctement appropriés par l'ensemble des utilisateurs. Et les utilisateurs, ça peut être au sein des entreprises, mais ça peut aussi être les citoyens. On voit qu'il y a des enjeux sur lesquels il faut être capable de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir, nous, individuellement aussi, faire des choix en termes d'outils. Et donc ça, cette dimension de la sensibilisation, les acteurs publics, les collectivités territoriales au premier rang, peuvent vraiment jouer le jeu d'aller vers leurs citoyens pour essayer à travers des ateliers, des webinaires. Il y a aussi des MOOC qui commencent à beaucoup se développer, notamment l'INR en fait un sur les sujets numériques. On a l'ANSSI qu'on fait sur des sujets de cybersécurité qui sont possiblement accessibles aux salariés, mais aussi aux citoyens qui voudraient se documenter sur ces enjeux-là. Et le dernier point, qui là va plus s'adresser aux organisations, quoique, en tant que citoyen, on peut aussi y être sensible, c'est la logique de numérique responsable à travers des démarches d'achat responsable. C'est-à-dire que, on l'a dit, le numérique a un impact écologique assez fort. Être capable de se doter de bonnes pratiques d'achat, c'est quelque chose qui peut contribuer à réduire cet impact-là, à la fois sur l'aspect logiciel, donc de privilégier des solutions de stockage qui sont le moins carbonées, de réduire les usages et les quantités de stockage qui pourraient être nécessaires en abordant des principes dits de frugalité ou de sobriété numérique. Et le deuxième point, c'est sur le côté hardware, donc le matériel, en travaillant sur le réemploi du matériel. Donc, il y a des réglementations qui maintenant obligent les acteurs publics comme privés d'une certaine taille à mieux recycler, à favoriser la réparation du matériel. Et donc, en combinant à la fois ces aspects de gouvernance, de partage de ressources, de montée en compétences et d'achat responsable, les organisations peuvent à la fois tirer profit
du numérique, donc en termes d'agilité, d'innovation, et tout en réduisant possiblement leur impact écologique. Mais ça nécessite, et d'ailleurs, tu l'avais dit en introduction, d'avoir une vision claire des enjeux, une stratégie et une feuille de route pour mieux guider les actions dans la durée, dans un contexte qui reste très mouvant. Merci beaucoup, Benoît. Je pense que vraiment tous ces éléments, on espère que vous ont éclairé, et je voulais juste signaler à Christophe qu'il y a 2 petites questions ou des propositions qui sont dans les questions. Je ne sais pas si tu les vois ou tu y as accès. Voilà. Francis Jutan qui dit qu'il travaille sur une chaire sur les communs de données et qui serait intéressé par l'expérience du Microville 112 et Microville et numérique. Et voilà, il propose de rentrer en contact. Donc, le mail est là. Et puis, Philippe Cazes, ou Cazès, toujours pour Christophe, est-ce que vous êtes intéressé par un bac à sable numérique? Voilà. Donc, pourquoi pas. Michael a communiqué donc, le programme des réunions des Pays de Morlaix qui auront lieu le 12 et le 13 juin prochain. Et donc… Il y a une question. Voilà, il y a une question. Oui, une question de Michael Resté. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'un bac à sable numérique? Ah, d'accord. Alors, Christophe, peut-être Christophe ou Benoît ou… C'est Benoît qui sera le plus à même d'en parler de manière professionnelle. Alors, ce qu'on appelle bac à sable, c'est des choses qui vont permettre de tester en conditions un peu de démonstration un certain nombre d'usages numériques. Donc souvent, c'est des plateformes qui vont pouvoir permettre d'accéder et de développer des usages pour pouvoir les tester avant de les déployer et permettre à tes utilisateurs de s'approprier une technologie pour pouvoir effectivement vérifier si elle peut répondre à un certain nombre d'usages dans leur cas. Voilà, et puis pour reprendre le terme, la microville est un bac à sable physique. D'accord. Michael, tu pourras emmener tes enfants avec leur père. Il y a aussi. Pour déjà les initier très très rapidement à l'IA. Il y a un double numérique, comme voilà. Il y a la peine et le saut à la 112 et en numérique. Voilà. C'est un sujet sérieux, mais on peut en parler de manière agréable. C'est pour ça qu'on en rit. Et donc, vraiment un grand merci à tous nos intervenants. Et maintenant, je vais passer la parole donc à Charles-Benoît Heitzig, qui va mettre en perspective le programme numérique et territoire du Rameau, qui est très riche, n'est-ce pas, Charles-Benoît? Merci beaucoup Frédéric, et effectivement finalement cette question qu'on évoquait sur les liens entre numérique et territoire, on est quasiment tombé dedans quand on était petit, et peut-être faut-il rappeler comment est-ce que notre recherche empirique est faite, et de comprendre pourquoi est-ce que très vite cette question de l'impact numérique et du lien avec les territoires a été faite. D'abord, peut-être de rappeler que dans nos travaux de recherche empirique, notre logique, c'est vraiment de comprendre quel est l'impact de la capacité de l'ensemble des acteurs à travailler ensemble pour créer ce qu'il n'est pas possible de faire autrement, et donc de pouvoir associer associations, entreprises, collectivités territoriales, acteurs de l'État, acteurs académiques, pour finalement inventer ensemble des solutions. Et en 2006, lorsqu'a été créé le Rameau, il n'y avait pas encore le 17e objectif de développement durable. On est plus à l'aise aujourd'hui depuis que les pays du Sud ont exigé des pays du Nord que ça soit fait pour pouvoir se poser cette question. Comment on va inventer ensemble ce qu'aucun des acteurs ne peut faire. Et donc, notre analyse de cette capacité à produire ensemble des solutions qu'aucun ne peut faire seul, eh bien, nous les analysons depuis 19 ans à travers le projet, ceux qui accompagnent les projets, et puis, bien évidemment, les investisseurs et partenaires du sujet. C'est comme ça que nous avons modélisé, il y a exactement 10 ans,
ce qu'on appelait le modèle d'investisseur sociétal. Vous retrouvez la petite image sur la gauche de votre écran. Et je voudrais revenir à la base de ces travaux, puisque bien évidemment, il a fallu quasiment une décennie pour arriver là, et aujourd'hui, on est à une deuxième décennie pour pouvoir en parler. Mais dès le départ, cette question qui a été évoquée, que je qualifierais de pharmacon du numérique, c'est-à-dire à la fois remède et poison. Hein. Je rappelle que le principe de la pharmacie, c'est ça, c'est d'être à la fois un remède et un poison, donc à utiliser avec précaution, est arrivé presque à la création du Rameau. Puisque à l'époque, on a eu la chance de rencontrer deux projets passionnants. L'un qui s'appelle j'accède.com, et à l'époque, c'était le premier en 2006, premier guide Internet des lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ça peut paraître une évidence aujourd'hui, mais je rappelle que 2006, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, l'appréhension numérique est encore balbutiante, Wikipédia ne s'est développé que depuis 5 ans et il y a encore des débats entre l'Encyclopédie Universalis et Wikipédia. Donc on est au petit début de l'usage vraiment démocratique du sujet, et pourtant le secteur associatif est vraiment déjà à la pointe du sujet avec j'accède.com sur ce premier guide pour les personnes en situation de handicap. Et pourquoi? Parce que ça a été notamment créé par Damien Birambeau, qui malheureusement nous a quittés depuis, mais qui était paraplégique et qui dit « mais c'est bien les guides papier, mais moi je ne peux pas tourner les pages ». Donc comment je peux faire? Et c'était là où bien évidemment la force du numérique, la puissance du numérique s'est révélée. Et puis, exactement en même temps, une association de Lyon, Fréquence École, avait été promue par le ministère de la Culture, la Fondation pour l'enfance, et dans le cadre d'un partenariat avec Mitsubishi Electric, sur une étude en 2007 sur quel est l'impact du numérique sur nos enfants. Là encore, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, c'est la première étude qui se fait en France sur ces sujets-là, et on commence à voir déjà quels peuvent être les impacts négatifs sur l'éducation, sur les enfants, de ces outils dont on ne maîtrisait pas les usages et qui pouvaient avoir accès immédiatement, bien évidemment, à de nombreux contenus qui n'étaient pas pour eux. Et c'est très intéressant parce qu'en même temps que cette logique où le sujet du numérique était au cœur de projets associatifs d'intérêt général, en même temps, bien évidemment, la question de la force de déploiement de l'usage numérique s'est posée, et je pense notamment à l'étude de Paris 8, qui était en 2008 commanditée par Generali, sur la façon dont les associations se saisissaient de ce sujet pour justement déployer à grande échelle leurs innovations. Donc dès le début, vraiment, dès le début de nos travaux, cette question du numérique, à la fois comme élément de solution et à la fois comme élément de déploiement, a été un élément déterminant au cœur de nos travaux. Et si jamais je mets en perspective dans le cheminement, deux dates sont à mettre en perspective. D'abord, la première, c'est 2008, parce qu'au moment où, avec la Caisse des dépôts, on crée l'Observatoire de partenariat, l'idée est de comprendre les pratiques, les questionnements sur ces nouvelles alliances de la part de nos concitoyens, de la part des associations, des entreprises, des collectivités, et de comprendre finalement comment, pour pouvoir créer l'impact, on va pouvoir faire alliance ensemble. Et donc, dès 2008, cette logique de pouvoir suivre les enjeux et les pratiques, les défis d'intérêt général a été suivie, et ce qui nous permet aujourd'hui, bien évidemment, de pouvoir mieux comprendre comment ont évolué les pratiques de l'ensemble des acteurs de notre écosystème. Et en 2014, 7 ans plus tard, deuxième étape, c'est-à-dire qu'on comprend que la dynamique ne peut pas s'accompagner du tout de la même façon, les dynamiques d'innovation, quand on est au niveau national, au niveau, j'allais dire, macro, au niveau de l'intérêt général, des cadres, du CAP, des têtes de réseau qui vont pouvoir réfléchir au sujet, de la législation qui va pouvoir réfléchir à cette question-là, et des territoires qui vont être les lieux d'action, qui vont être réellement l'agilité, comment on va finalement pouvoir concrètement mettre en œuvre les transformations qui sont devant nous. Et donc, en 2014, deux acteurs d'accompagnement de l'intérêt général vont se mettre en place. L'un au niveau national, l'ADASI, pour accompagner les réflexions stratégiques des structures d'intérêt général, et l'autre au niveau des territoires, le réseau des catalyseurs territoriaux, pour justement suivre les acteurs qui vont commencer
associer les capacités, les compétences des associations, des entreprises, des collectivités pour inventer des solutions extrêmement concrètes qui n'ont pas d'ailleurs nécessairement vocation à se démultiplier en dehors du territoire, mais qui, pour le territoire, vont avoir une réponse au premier kilomètre des besoins. Je reviendrai là-dessus, mais quelque chose de très important, c'est-à-dire pas quelque chose de descendant, mais quelque chose, au contraire, de très enraciné et de très incarné. Et donc, ce qui est intéressant quand on voit ces éléments-là, c'est que ce triple regard, c'est-à-dire à la fois le regard à travers les données, l'observatoire des partenariats, la façon dont sont accompagnés les acteurs nationaux et la façon dont sont accompagnés les acteurs territoriaux, nous sommes arrivés à la conclusion que l'analyse de la valeur d'une innovation reposait sur 3 éléments déterminants, 3 capacités d'innovation. D'abord, bien évidemment, la solution. On s'est beaucoup inspiré du chemin du médicament pour se dire, finalement, quelle est l'efficacité, quelle est la faisabilité technique, et puis, quels sont les effets induits. Vous savez que dans le chemin du médicament, s'il faut 10 ans entre le moment où on teste des efficacités et le moment où il est approuvé, c'est parce qu'on va prendre le temps de voir les effets induits. Fort heureusement, on n'a pas un médicament en 10 mois, parce que sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. Et d'ailleurs, on l'a bien vu au moment de la Covid-19, parce que c'est grâce au fait que les travaux sur les biothérapies génétiques et cellulaires avaient déjà 20 ans qu'on a pu avoir un traitement en 10 mois, on n'aurait pas pu le faire autrement. Donc le premier élément, c'est bien évidemment la solution. Le deuxième, et ça c'est un élément déterminant, c'est finalement quelles sont les chaînes de valeur. Où se posent les chaînes de valeur? Et vous allez voir que la question du territoire se pose immédiatement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir simplement des choses hors sol qui vont pouvoir se déterminer à d'autres lieux qu'au niveau territoire. Et puis le troisième élément, peut-être tout aussi déterminant et beaucoup plus oublié malheureusement, c'est la question du modèle socio-économique et notamment des modèles socio-économiques d'intérêt général, puisqu'on a beaucoup parlé d'infrastructures, mais les infrastructures, à un moment donné, il faut les financer. Et il ne faut pas oublier qu'on les a financées une fois qu'elles ont été financées, parce que sinon, le risque que l'on a, c'est que bien évidemment, à un moment donné, eh bien, personne ne s'en préoccupe et finalement, quand il faut les renouveler, on n'est plus capable de le faire. Et donc, c'est dans cette logique de l'analyse de la valeur que l'on s'est posé la question, on va pouvoir, de l'ensemble des expérimentations menées, pouvoir mettre à disposition de tous ce qu'on a appelé les médocs, puisque bien on s'était inspiré du chemin du médicament, donc à la fois les méthodes, les exemples, les données, les outils et les compétences que nous avions observés durant l'ensemble de nos travaux de recherche. Mais là, c'est poser une question fondamentale. C'est très bien de pouvoir avoir des médocs, mais finalement, comment on distribue tout cela? Et là, c'est poser réellement la question de cette capacité à associer numérique et territoire. Alors peut-être faut-il retracer comment ce cheminement, et je vais parler de 10 ans, parce que effectivement nos cycles de travaux sont sur 10 ans, comment est-ce qu'on a commencé à faire pour se dire, mais comment le lien entre numérique et territoire va devenir un élément déterminant de la capacité, pas seulement comme Fleming à produire des médicaments, la pénicilline dans une éprouvette, mais de pouvoir comme Sanofi, la mettre à disposition de tous, c'est-à-dire de pouvoir produire en grande masse le médicament. Et là, dans cette question du numérique, 3 temps se sont faits. D'abord, le premier temps, j'allais dire comment on capitalise. Et cette logique de la capitalisation, elle s'est faite au fil et à mesure du temps, entre 2014 et 2020. Et grosso modo, on a fait des centres de ressources numériques qui étaient finalement des sortes de boîtes à outils communes, où au fur et à mesure où nous testions un outil qui marchait bien, et on le mettait dans une boîte à outils commune dans cette logique. Mais on s'est vite rendu compte, en tous les cas après 7 ans, que cette logique de mettre à disposition une boîte à outils, c'était bien, mais une boîte à outils universelle, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, pas plus que les solutions universelles ne peuvent exister. Pourquoi? Parce que chacun, en fonction de ses propres pratiques, a besoin de se réapproprier le sujet. Et donc, entre 2020 et 2023, nous sommes passés à une deuxième étape, celle de la modélisation, en disant comment est-ce qu'on peut créer des communs numériques, mais qui ne soient pas des formes de boîte à outils universelles en disant vous faites de 1 à 24 et si vous faites ça, ça va marcher, mais bien comment on dispose de repères en commun, un peu comme quand un bateau quitte le port et il a à la fois un phare rouge et un phare vert et après des balises qui lui permettent d'éviter de prendre le banc de sable, et comment on va partager cette connaissance en commun. Et là,
3 plateformes ont été progressivement mises en place. D'abord, une première plateforme en 2021, dans le cadre d'une mission ministérielle pour accélérer les alliances stratégiques, qui s'appelle odd17.org. D'ailleurs, en passant, nous avons pu récupérer l'adresse odd17.org. Personne dans le monde n'avait pris encore ce nom de domaine pour une plateforme numérique, ce qui montre bien que la question des coopérations et des alliances stratégiques n'est pas encore complètement universelle. La preuve en est, c'est que sinon, nous n'aurions pas pu avoir ce nom de domaine, mais nous étions très contents de le faire. Et là, on a fait non pas un front office commun, mais un back office commun. C'est-à-dire de quelles données dispose-t-on, de quels outils dispose-t-on, de quel réseau de compétences dispose-t-on et comment peut-on les rendre visibles aux différents têtes de réseau, aux différentes institutions, aux différents acteurs académiques qui souhaitaient se saisir de ce sujet-là. Et c'est là où en juillet 2021, nous avons lancé cette plateforme odd17.org qui est animée aujourd'hui toutes les semaines, tous les jeudis, et vous aurez d'ailleurs le jeudi de cette semaine sera dédié à notre webinaire qui informe sur finalement la mutualisation possible des données, des outils et des compétences sur la question des alliances stratégiques. Et puis en amont, il était important de dire mais de quelles données dispose-t-on? Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, avec l'Observatoire des partenariats, la grande force que nous avions, c'est que depuis 2008, nous questionnions à la fois les Français, les dirigeants associatifs, les dirigeants d'entreprise, les élus locaux, les acteurs académiques, sur cette question des fragilités qu'ils rencontraient sur leur territoire, sur leurs propres pratiques en tant qu'acteurs et quelque part sur les niveaux de territoire sur lesquels ils étaient engagés. Et là, on est passé d'une simple logique d'études statistiques, de programmes statistiques d'études, les plans quinquennaux de l'Observatoire des partenariats, à une déclinaison extrêmement concrète en fiches repères pour savoir par domaine, par acteur et par territoire, finalement, qui pratique quoi pour pouvoir finalement se renseigner sur son propre écosystème de proximité. Et puis, en aval de tout cela, bien évidemment, et notamment lorsque nous avons mené une étude d'impact entre 2018 et 2021 sur le Faire Alliance en France, première étude d'impact sur l'ODD17 à l'échelle d'une nation. Aucun pays avant nous ne s'était risqué à cela. 21 études statistiques, 1000 exemples représentatifs de l'ensemble des pratiques, 7 débats nationaux, 50 débats territoriaux. La question s'est dit, mais finalement, toute cette matière que l'on a faite, tous ces exemples inspirants, comment on peut les rendre accessibles à tous pour que chacun puisse se positionner et se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe à Orléans? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du numérique? Qu'est-ce qui se passe au niveau des PME? Eh bien, c'est avec SINDUP la base Impact Alliance qui a été créée. Donc, après avoir finalement un peu vainement, mais il faut garder cette historique des centres de ressources numériques. On est très fiers de nos premiers 11 centres de ressources numériques, mais qui sont plutôt un lieu d'archivage de l'histoire. Le deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on peut créer des communs en termes de connaissance de ce qui fait quoi sur nos territoires, en termes finalement de connaissance des données, des outils et des compétences qui se mobilisent sur ces sujets, et puis une forme de GPS très concret à partir des exemples, 1000 exemples inspirants, 350 écosystèmes territoriaux. Comment est-ce qu'on rend cela accessible pour un pilotage? Et on a fait l'année dernière une nouvelle étape qui a été de se dire, mais finalement, comment on peut accompagner les transitions? Et pour accompagner les transitions, là, on est vraiment sur la logique, comment est-ce qu'on est au plus près des besoins? Et on a détecté 4 besoins importants, comment on apprend à coopérer efficacement, puisque ça n'est pas une évidence. Comment est-ce qu'on définit une trajectoire socio-économique durable et inclusive? C'est encore moins une évidence. Comment on développe ses compétences sur l'innovation? Là encore plus complexe. Et enfin, comment on co-construit des projets de territoire résilients et innovants, tels que savent le faire nos amis de l'ANPP Territoire de Projet. Je vous invite à lire le remarquable Vademecum qui avait été publié en 2021 sur le sujet. Eh bien, là, on s'est dit, on ne peut pas se contenter d'avoir des plateformes d'accompagnement avec l'ensemble des démarches et usages pédagogiques qui sont faits. Il faut absolument aller plus loin. Et c'est là où la dynamique, quelque part, de
numérique et territoire se sont rencontrés. Après avoir travaillé avec nos amis de Sciences Po et d'AgroParisTech sur toute la logique pédagogique, comment est-ce qu'on passe de ces données, ces résultats à des outils pédagogiques adaptés. Aujourd'hui, 8 formats pédagogiques qui vont de la sensibilisation des gouvernances à ces différentes questions jusqu'au syllabus académique qui sont pratiqués dans les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. La question a été de se dire, mais comment tout ça est rendu accessible? Et à travers ces plateformes numériques d'une part, mais aussi, et peut-être avant tout, à travers le maillage territorial des 350 catalyseurs territoriaux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la solution numérique, on va chercher le dernier kilomètre des solutions. Et donc, on va pousser la solution. Mais aucune solution n'est universelle. Là, le besoin, la réalité, les défis, les fragilités à Paris, Nantes, Bressuire, Saint-Benoît-de-la-Réunion, Papeete ne sont pas les mêmes. Et donc, quelque part, l'idéal n'est pas de partir de la connaissance, de la puissance numérique que l'on a pour essayer de la diffuser à tout le monde, mais de faire exactement l'inverse et de partir de ce qu'on appelle le premier kilomètre des besoins, des ressources et des envies d'engagement pour comprendre comment toute cette connaissance peut être faite. Et là, c'est une inversion complète de la logique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans on va chercher à avoir le modèle le plus innovant, le plus performant pour pouvoir l'adapter à tous, mais au contraire, comment on va valoriser la diversité des solutions pour être capable de répondre à toutes les solutions possibles. Et là, ça demande une double logique d'adaptation. D'abord, sur les plateformes numériques, ça demande complètement d'inverser la logique, c'est-à-dire non plus d'arriver sur une boîte à outils que l'on croit universelle, mais de points de repère, de balises, un peu comme en navigation, où on permet à chacun, en fonction de son profil, de son objectif et de sa maturité, d'identifier lui-même les moyens de s'informer, de se former, d'agir efficacement. Et pour ça, il faut garantir simplement deux choses importantes, que le savoir soit vraiment éprouvé. Il ne s'agit pas de donner des clés de lecture ou d'apprentissage sur des sujets qui ne seraient absolument pas stabilisés, d'où l'importance pour nous que la connaissance qui est partagée ait au minimum 7 ans de pratique. Pourquoi 7 ans de pratique? Parce que c'est le cycle d'une innovation. Et là, une fois qu'on a fait 7 ans de pratique, on commence à pouvoir être certain, notamment que les effets induits ont bien été identifiés et donc on n'est pas en train d'installer un virus bien plus important que le traitement que l'on fait. Et en cela, on s'est réellement inspiré du chemin du médicament. Il n'y a pas de raison que le chemin du médicament pour la santé des personnes ne soit pas utile et similaire quand on parle de la santé des organisations ou de la santé de nos territoires. Et donc, cette logique de vérifier la fiabilité des informations dans une pratique déjà suffisamment longue pour pouvoir être sûr des impacts est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est de ne prendre comme outil que des choses qui ont déjà été expérimentées par ceux qui vont pouvoir les utiliser. Ça ne sert à rien de donner à une entreprise de boulangerie les outils d'une entreprise du CAC 40. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas la même taille, ça n'est pas les mêmes enjeux, ça n'est pas les mêmes dynamiques. Et donc, quelque part, de retrouver la capacité à avoir un profil d'outils qui soit bien adapté au profil des utilisateurs qui va pouvoir le faire. Et là encore, on est tout à fait dans la logique de la médecine personnalisée telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça, c'est du côté numérique. Mais du côté du maillage territorial, l'enjeu est tout aussi déterminant. Parce qu'il y a une multitude d'ingénieries de proximité. Et comment est-ce qu'on sécurise, comment on vérifie que justement toutes ces connaissances peuvent s'appuyer et appuyer à la rencontre, à l'articulation, à la synergie entre les trois ingénieries territoriales telles qu'elles existent. D'abord, première d'entre elles, la plus importante, la plus historique et sans doute la plus structurante, c'est bien évidemment celle de l'action publique. Comment on garantit la démocratie, la mise en œuvre des politiques publiques pour faire un corps social cohérent dans un territoire. Et bien évidemment, cette action de la politique publique territoriale, elle est déterminante. Ce que portent nos collectivités territoriales, aux trois niveaux, au niveau des communes, des intercommunalités et des pays ou des PETR, de ces trois niveaux-là, il est absolument déterminant de pouvoir, bien évidemment, partir de cette ingénierie-là.
Mais il y a aussi toute l'ingénierie qui s'est développée à l'initiative des acteurs privés, qu'ils soient associatifs ou économiques. Toute cette innovation territoriale, cette capacité à faire émerger des solutions. Je disais tout à l'heure que nous avions commencé sur les questions de l'innovation associative en 2017, lorsque nous avons publié le livre blanc sur l'innovation associative en montrant justement que les associations étaient déjà à l'époque en capacité d'associer numérique et solutions physiques. Cette question de la capacité d'innovation des acteurs de terrain est totalement déterminante. L'innovation territoriale est un élément essentiel. Et puis, troisième ingénierie, celle qui est née il y a une vingtaine d'années maintenant, et qui a été de dire comment on fait du lien. Comment on fait du lien entre ces deux ingénieries, l'ingénierie publique, l'ingénierie privée, mais plus largement, comment on fait du lien entre collectivités, associations, entreprises, comment on fait du lien avec les initiatives citoyennes, comment on fait du lien, finalement, entre l'ensemble des acteurs d'un territoire qui vont contribuer ensemble à répondre aux défis en commun que nous avons. Et ce qui est très intéressant dans cette dynamique-là, c'est la capacité ainsi à réconcilier ou à concilier deux éléments essentiels. C'est la mise à disposition de savoirs qui ne sont pas universels et descendants, mais bien multiples et répondant à des solutions extrêmement personnalisées. Et de l'autre côté, à pouvoir s'appuyer sur un maillage de connaissances des enjeux, des acteurs et des actions de proximité qui peut déterminer le premier kilomètre des besoins, des ressources et des engagements. Autrement dit, au lieu d'être dans la logique descendante que l'on a souvent, c'est une logique d'enracinement vers lequel il faut partir. Et lorsque l'on parle d'innovation, c'est une évidence, puisqu'on n'innove pas par le haut. Personne n'a jamais innové par le haut, mais c'est bien en fonction, quelque part, d'une réalité dans laquelle on s'inscrit que l'on peut faire émerger l'innovation. J'aime bien dire toujours cette métaphore, puisque Christophe parlait de la Champagne tout à l'heure. Le pinot noir, le même pinot noir, en Alsace, en Bourgogne et en Champagne, ne produit pas le même vin, et pourtant c'est le même cep, et ça peut être le même vigneron. Donc cette logique de partir du premier kilomètre de besoin et de donner à partir de là la diversité des solutions existantes pour permettre d'accélérer les transitions est bien évidemment un élément complètement déterminant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé depuis novembre dernier, avec le ministère en charge de la jeunesse et de la vie associative, avec Agir Carco, avec la Caisse des dépôts, avec le Fonds ODD17, la Fondation Bettencourt-Schuller, nous avons développé cette plateforme Piloter l'innovation sociétale, dont l'objectif est de mettre à disposition tous les savoir-faire qui ont été acquis dans ces 20 ans d'expérimentation sur l'innovation, comment on fait de l'innovation en commun, et de pouvoir les mettre mois par mois à disposition de chacun. Et le 7e et dernier module, accéléré grâce au numérique, sera mis en ligne le 27 mai prochain pour justement partager qu'est-ce que nous avons vu, qu'est-ce que nous avons pu expérimenter dans cette capacité d'articuler à la fois la puissance du numérique et la capacité de pouvoir l'articuler non pas d'une façon descendante, mais à partir de la connaissance, de l'appropriation de chaque territoire qui lui-même détermine sur quelle solution il peut se reposer pour pouvoir inventer en commun les solutions de demain. Un grand merci Charles Benoît pour cette mise en perspective passionnante, un véritable voyage dans le temps et dans l'espace, on l'a compris. Dans l'espace, c'est d'ailleurs un clin d'œil à l'ensemble de nos participants puisque vous venez de France, d'Europe et d'Afrique. Pour faire le lien avec notre menu sur les actualités du mois, l'animation de la connaissance, elle est structurée en 3-4 grandes étapes. L'animation hebdomadaire du jeudi de l'ODD 17. D'ailleurs, à l'issue de ce webinaire, chacun pourra accéder au replay à ce webinaire. Également, une actualité plus mensuelle en lien notamment avec la base Impact Alliance. Une actualité trimestrielle avec la veille de l'innovation sociétale et une actualité annuelle
avec notamment les dossiers Juris Association. Le prochain sur le modèle socio-économique sera d'ailleurs publié le 1er juillet, à l'occasion, n'est-ce pas, cher Frédéric, de la prochaine rencontre des catalyseurs territoriaux, même si elle aura lieu en ligne. Chaque mois cette année, nous partageons également, via l'Observatoire des partenariats, un défi. Quel est le but, quel est le sens? C'est finalement par rapport à cette diversité des thématiques, c'est de proposer des clés de lecture qui s'articulent autour d'un thème phare, d'un regard par rapport au pilotage de l'intérêt général, d'une mise en avant d'illustrations et d'un ciblage par rapport à certaines ressources. En mai, le thème retenu était le numérique éthique et inclusif, pour vous guider par rapport au pilotage de l'intérêt général au cœur des territoires et à ce cadre commun national, local, du local à l'international qui est celui des ODD. Vous pouvez y retrouver les fiches de notre partenaire Comité 21 sur les pratiques des territoires. Quand on parle de solutions, il s'agit à la fois d'accéder aux synthèses et aux replays de précédents webinaires sur les thèmes du numérique, de retrouver l'interview de Cédric Villani qui pourra intéresser notamment les participants aux prochaines rencontres de la NPP Territoire de Projet à Morlaix, puisqu'il y interviendra également, et un dossier qui portait sur les transitions numériques, au sein duquel Francis Jutan, qui a posé une question tout à l'heure, a d'ailleurs pris la plume pour nous mettre en perspective de façon passionnante les évolutions qui ont conduit à l'IA telle qu'on la découvre aujourd'hui. Et quand on parle de ressources, il s'agit de quoi? Il s'agit à la fois de pouvoir finalement être un peu guidé en fonction de qui on est, plutôt acteur public, plutôt entreprise, plutôt acteur intérêt général, économie sociale, vers des acteurs de référence, des ressources pour agir ou pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, que ce soit la perception des fragilités, la perception des défis, mais comment également ce numérique peut être au service de la transformation de modèles et même du développement de compétences et de nouveaux modèles de développement économique. Le mois de mai, au sein des jeudis de l'ODD 17, vous avez pu notamment retrouver 3 éléments. La monographie, cet après-midi, sur le labo des partenariats, donc un catalyseur territorial de Strasbourg. La publication, patience les amis, c'est la semaine prochaine, le mardi 20 mai, que vous pourrez découvrir le récit numérique et territoire du rameau. Et l'interview, patience également, on en parlait avec l'interview de Francis Jutan, professeur émérite à l'Institut Mines-Télécom et cofondateur de la chaire Économie du commun des données. Et l'actualité, pour mettre en perspective le mois de juin, 3 fenêtres de tir, 3 rendez-vous à vous suggérer. Le premier, c'est de suivre avec grande attention toute une série de podcasts. Chaque jeudi, vous pourrez retrouver un épisode. Mind the Gap, qui provient de l'école de commerce Montpellier Business School. Une publication le jeudi 12 juin sur la boussole co-construction territoriale, et on parlait de la base Impact Alliance. Et le prochain invité, vendredi 27 juin à 9 h, sera Paul Maître pour nous parler de e-santé par rapport à l'expertise d'Isis Consulting. Donc voici les actualités que nous tenions à vous partager. Et pour celles et ceux qui le souhaitent et qui sont disponibles, une date à retenir dans votre agenda. Prochain webinaire avec un focus structure d'intérêt général qui sera animé par notre partenaire et piloté l'Institut français du monde associatif sur une thématique modèle socio-économique dans le secteur du sport ici et là-bas, qui se veut également un clin d'œil à la fois au quotidien de chacune et de chacun par rapport à la multitude des clubs et des pratiques qui existent, et également un clin d'œil à l'universalité des Jeux Olympiques. Nous avons eu le plaisir d'accueillir à Paris et pas que, l'été dernier, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Frédéric, je te laisse le mot de conclusion. Oui, merci beaucoup Yann. Et là, on arrive à la fin de ce webinaire d'aujourd'hui. J'aurais aimé en fait poser une dernière question à nos interlocuteurs et nos participants. D'après eux, quel serait le défi aujourd'hui majeur, chacun dans son expertise, et puis ce qui serait prioritaire de mettre en avant, ou le point de vigilance majeur par rapport
voilà, à ce qu'il peut appréhender aujourd'hui voilà, dans son métier. Et donc, peut-être Benoît alors. Mais merci déjà pour l'invitation à participer aujourd'hui. Et pour répondre rapidement, je pense que les sujets de numérique responsable, de frugalité, ils étaient déjà inscrits à l'agenda de beaucoup d'organisations de par des évolutions réglementaires et la montée en préoccupation sur des sujets environnementaux. Et là, vraiment, les sujets de souveraineté, ils reviennent aussi sur le devant de la scène d'une manière extrêmement forte. Et le côté positif, c'est que les deux peuvent vraiment se combiner. C'est-à-dire que je pense que se réinterroger sur nos usages numériques, sur les outils qu'on va déployer dans nos organisations, en réfléchissant à la fois à la souveraineté et à la frugalité, c'est vraiment une chance pour l'Europe et la France en particulier de se différencier par rapport à des concurrents asiatiques ou américains. Donc ça peut être aussi un critère qui peut nous permettre de retrouver une certaine forme de compétitivité. Merci beaucoup Benoît. Christophe, un petit mot sur les enjeux d'aujourd'hui et les priorités qui sont importantes. Dans la continuité de ce que disait Benoît, je rajouterais la nécessité d'avoir une approche à la fois très pragmatique et très radicale. On est face à un numérique des plateformes qui met en danger la souveraineté des entreprises et des collectivités. Voilà. Bon, maintenant que c'est très clairement dit et qu'il n'y a pas de protection, il faut penser peut-être les choses autrement. Ce que cela signifie, c'est qu'en réalité, ça met en danger donc les fondamentaux même de la démocratie, potentiellement. Si on ne réussit pas à rebasculer sur un numérique qui fonctionne sur des bases différentes que le numérique des plateformes, qui s'accapare les données. Et donc, la seule chose aujourd'hui qu'on a sous la main, c'est le numérique distribué. Donc, allons-y franchement. Et en plus, potentiellement, ça pourrait réduire considérablement le besoin de data center pour un certain nombre d'usages parce que ça fonctionne différemment et que ça n'a pas besoin de méga data center pour fonctionner puisque c'est une infrastructure beaucoup plus légère, distribuée, démultipliée. Voilà. Ce n'est pas une solution miracle, c'est plein d'espoir. Ouais. Merci beaucoup Christophe. Mickaël? J'ai le droit à 2 parce qu'Ella est partie. Oui, commerçant celui-là. Non, mais très simplement, c'est notre vieille marotte. Donc, sans ingénierie du développement local, pas de transition. Donc, finançons-la et on porte le 1% ingénierie. Et je pense que la voie d'Ella sera également sans ingénierie du développement local, pas de transition. Très bien. Et peut-être que je pourrais ajouter personnellement la question de la formation ou vraiment qui va permettre aussi de sensibiliser et que, comme le disait dans son exemple tout à l'heure à Léa, qu'il n'y ait pas des incompréhensions ou il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais en même temps, il faut comprendre de quoi on parle et donc, pour ce faire, il faut être sensibilisé et être formé. Donc, voilà, je ne sais pas si, Yann, toi, qu'est-ce que tu entends de ce qui s'est dit aujourd'hui et on donnera un petit mot à Charles Benoît parce que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est un paradoxe quelque part d'enjeux et de pratiques qui conjugue à la fois un besoin d'une très très grande proximité, notamment pour faciliter l'appropriation, et un enjeu aussi d'agilité. D'accord, merci beaucoup Yann. Charles Benoît, alors qu'est-ce que vous retenez de ce que nos interlocuteurs ont pu évoquer? Je pense que comme tout grand défi de transformation, un peu comme quand l'imprimerie est arrivée, c'est à la fois une formidable opportunité pour ouvrir les chakras et à la fois un grand risque si on veut aller trop vite, trop loin. Et peut-être que la question majeure, c'est que pour pouvoir faire le pari de la confiance dans l'avenir, encore faut-il avoir la sagesse de faire comme la nature, c'est-à-dire d'attendre le juste temps. Et je crois que si on sait articuler finalement cette capacité formidable d'articuler la capacité d'innovation de nos territoires avec la puissance de ces outils numériques
et qu'on sait se donner le juste temps pour une appropriation et une transformation en profondeur, alors non seulement nous réussirons l'agenda 2030 bien au-delà de nos espérances, mais surtout en 2050, nos enfants seront fiers de ce que nous aurons fait avec eux pour être certains que le 21e siècle soit plus solidaire et durable. Merci beaucoup. Voilà, Yann, je pense qu'on a fait le tour et c'était assez riche. C'était, je confirme, c'était passionnant de bout en bout. Un petit clin d'œil à la secrétaire générale du réseau des catalyseurs territoriaux, Élodie Julien, qui a préparé Coups humains de main de maître avec l'ensemble des intervenants ce webinaire et qui ne pouvait malheureusement pas être à nos côtés. Élodie, merci infiniment. On espère que vous avez passé un très agréable moment. N'hésitez pas par la suite à retrouver les moments qui vous ont marqué ou que vous souhaitez réécouter, parce que le replay sera disponible. En tous les cas, un très très bel après-midi à chacune et à chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci.